Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie et pour le deuxième volet de notre épisode sur la première ministre japonaise, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi, et podcast qui vise à comprendre son origine politique, ses orientations politiques, de façon à comprendre le positionnement du Japon, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc on a dans la précédente émission commencé un peu le portrait en la replaçant dans l'héritage de Shinzo Abe. On a dans la dernière émission, dans les derniers podcasts de cette émission, parlé de ce qu'on appelait les Abe Economics, économie propre à Shinzo Abe. Et il y a aussi quelque chose qui est un peu moins, le terme est un peu moins fréquent, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi définir comme ça, ce qu'on appelle les Abe Geopolitics, c'est-à-dire la géopolitique de Abe, c'est-à-dire l'héritage de Shinzo Abe en termes de relations internationales et en quoi ça va sans doute influencer sur le comportement de Sanae Takaichi et en quoi ça permet de déjà se définir par rapport à ce qu'elle pourrait faire ou en tout cas la piste, le chemin qu'elle pourrait être amenée à prendre. Alors, c'est quoi l'héritage de Shinzo Abe en termes de géopolitique? Alors, la politique étrangère de Shinzo Abe, elle a eu pour but de rehausser la position internationale du Japon et de modifier cette position par rapport à l'équilibre des forces dans la géopolitique de la région Asie-Pacifique. Alors, il y a 3 points qu'on peut souligner. Premier point, Shinzo Abe a joué un rôle crucial dans la conclusion de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, donc le CPTPP, après le retrait des États-Unis des négociations initiales du TPP. Donc il y a eu ce TPP qui avait été un projet porté au départ par les États-Unis et qui ensuite a été bloqué, notamment par la première administration Trump. Mais Shinzo Abe a embrayé malgré cette abandon des États-Unis. Il a continué à porter le projet et il est rentré le projet, le CPTPP est quelque chose qui maintenant a été mis en marche grâce à Shinzo Abe. Et donc c'est quoi? Ça répondait en fait aux besoins d'intégration économique en Asie-Pacifique et le but c'était en fait de contrebalancer l'influence chinoise au sein du partenariat économique régional global, le RCEP. Donc avec le CPTPP et le RCEP, on avait en fait 2 projets d'intégration régionale au niveau de l'Asie-Pacifique. Un qui était lié d'abord aux États-Unis et au Japon, ensuite supporté par le Japon, et l'autre lié à la Chine. Et donc ça c'est lié au deuxième élément au niveau des Abe Geopolitics, donc de la géopolitique de Shinzo Abe, qui est donc l'héritage, qui est donc le mentor de Takaichi. Donc deuxièmement, c'est Abe, et ça a été l'un des premiers dirigeants du G7 à reconnaître la menace, en tout cas il a présenté comme une menace que représentait le Parti communiste chinois pour les alliés des États-Unis. Donc ça a été vraiment le ministre du Japon qui a placé en fait le Japon en tant que principal sentinelle face à la Chine et qui a voulu d'une certaine manière alerter les États-Unis sur le fait que la Chine et l'essor chinois consistaient une véritable menace pour les États-Unis dans le Pacifique et pour les alliés des États-Unis dans le Pacifique. Ensuite, le troisième héritage de Shinzo Abe, c'est la stratégie Indo-Pacifique. Et là encore, c'est quelque chose que lui-même il a porté. Donc, en novembre 2019, le département d'État américain a publié un rapport qui s'intitulait « Un Indo-Pacifique libre et ouvert, promouvoir une vision commune ». Dans les pages de ce rapport, on voit qu'il y avait une sorte d'hommage au créateur du concept, la vision et l'approche des États-Unis, donc je cite, la vision et l'approche des États-Unis dans la région Indo-Pacifique s'alignent étroitement sur le concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert du Japon.
Donc cette idée Indo-Pacifique libre et ouvert du Japon, c'est quelque chose qui a été porté par Shinzo Abe. Donc le rapport continue. Pékin ne tolère pas la dissidence, contrôle agressivement les médias et la société civile et réprime brutalement les minorités ethniques et religieuses. De telles pratiques que Pékin exporte vers d'autres pays grâce à son influence politique et économique sapent les conditions qui ont favorisé la stabilité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique pendant des années. Donc ça a été le vocabulaire américain qui a été développé lié au concept d'Indo-Pacifique, qui est lié lui-même à une perspective dans les affaires internationales de Shinzo Abe. Évidemment, toute la difficulté ici, c'est de savoir dans quelle mesure les États-Unis, sous le deuxième gouvernement Trump, vont être fidèles à cette vision du monde, puisque s'il est vrai qu'il y avait une proximité très grande entre Donald Trump et Shinzo Abe, et s'il est vrai que donc lors de sa visite du Japon, Trump a manifesté aussi donc son accord et sa sympathie pour la nouvelle première ministre du Japon, en même temps, il est vrai que la position du Japon aujourd'hui est extrêmement complexe et extrêmement conflictuelle envers ses alliés eux-mêmes et notamment le Japon. Et c'est aussi sous l'impulsion d'Abe que la stratégie Indo-Pacifique a permis la relance du dialogue quadripartite sur la sécurité entre États-Unis, Japon, Australie et Inde, ce qu'on appelle donc le Quad. Et là aussi, c'est une question de savoir quel sera l'avenir du Quad dans la deuxième administration de Trump. Récemment, Trump a dit qu'il voulait accélérer et continuer avec le Quad, mais c'est évidemment extrêmement compliqué et difficile, étant donné que les États-Unis ont en ce moment des relations plutôt difficiles avec l'Inde, ce qui pousse l'Inde à pacifier sa relation avec la Chine, et aussi des relations difficiles au niveau économique avec le Japon, lui imposant une forme de diktat économique sur lequel le Japon semble accepter pour le moment. On va voir ce qui va en être dans le futur. Donc ici, si on voit donc ce qu'on appelle au niveau économique, dans quelle mesure Sanae Takaichi va continuer les Abe Economics, donc c'est pas du tout le même environnement que en 2013, que dans les années 2010, aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut dire que les Abe Geopolitics, ça devrait quand même constituer une partie de son programme, hein, c'est-à-dire l'Indo-Pacifique, libre et ouvert, le Quad, le poste de sentinelle face à l'émergence de la Chine. Tout ça, c'est quelque chose qui devrait faire partie de sa politique étrangère. Et d'ailleurs, dès son discours de politique générale, Sanae Takaichi s'est engagé, donc je cite, à tout mettre en œuvre pour obtenir des fonds nécessaires à l'augmentation de la part des dépenses de la défense dans le produit intérieur brut, PIB, du pays à 2% pour l'exercice budgétaire en cours. Donc, avec 2% de part du PIB dans la défense, on est à un niveau historiquement très haut. Par le Japon. On sait que le Japon, historiquement, pour toutes les raisons qu'on connaît, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le passé impérial du Japon, puis son humiliation avec les bombes atomiques, on sait que pendant 80 ans, le Japon a un positionnement extrêmement compliqué à sa propre force militaire, et on peut le comprendre, mais la présence chinoise l'a obligé d'une certaine manière à se réarmer. Et donc ce positionnement de Takaichi sur les 2% budgétaires, ça a été confirmé par la nouvelle ministre des Finances, Satsuki Katayama, qui a affirmé, donc je cite, que le Japon connaissait l'environnement sécuritaire le plus difficile au monde et devait mettre en œuvre les mesures nécessaires. Donc c'est une phrase quand même assez forte, hein. Et donc bon, elle n'est pas ministre de la Défense, mais c'est intéressant que ce soit justement le ministre des Finances qui parle d'environnement sécuritaire pour parler du budget. Hein, c'est-à-dire que on a l'impression que l'aspect sécurité est au centre ici du budget national. Elle a même conclu son discours, Satsuki Katayama, donc la première ministre des Finances de l'histoire du Japon, femme. Elle a donc conclu son discours en disant que l'existence de la nation était désormais en jeu. Donc là, on a quand même un positionnement qui est extrêmement clair, extrêmement, je dirais, un peu anxiogène, et on voit qu'on est dans une situation de choix, de dilemme, un tournant
et que le Japon estime aujourd'hui que renforcer son budget, alors 2% c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais que ça fait déjà que c'est lié en fait, que le Japon en tant que nation pourrait être menacé. Et donc il y a une idée aussi de sentir la présence, donc notamment que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord, comme une menace réelle à la réalité du Japon aujourd'hui. Donc, évidemment, le gouvernement chinois s'est empressé de crier au loup en disant, et souvent aussi dans les médias occidentaux, il y a eu cette idée de faire de Takaichi une ultra-militariste, une hyper-nationaliste. Alors, c'est vrai que en pourcentage, 2% de défense, 2% du PIB pour la défense, c'est supérieur à 1,7% par rapport de 1,7% du PIB dans les dépenses militaires chinoises. Mais en fait, mais la différence, c'est que le 2% japonais officiel, on est sûr, alors que le 1,7% comme chiffre officiel de la part du PIB, des dépenses dans la part du PIB, on est moins sûr, puisque le budget officiel, c'est 1,7% de la part du budget dans les dépenses militaires chinoises, c'est lié à un budget de la défense qui officiellement est de 247 milliards de dollars en 2025. Alors, mais certains instituts parlent en fait d'un budget d'à 318 milliards, voire à 471 milliards. Et donc là, on n'est plus à 1,7%, on est sur le double. Et donc, on est beaucoup plus haut que le Japon. Mais évidemment, vu que la Chine sous-estime son budget de la défense, elle sous-estime aussi son ratio défense-PIB. Et d'ailleurs, en outre, en valeur absolue, la Chine, malgré tout, dépense encore toujours 5 fois plus pour sa défense que le Japon et 7 fois plus que la Corée du Sud. Donc, même si Takaichi, elle est qualifiée d'anti-Chine donc sur le réseau chinois, ce qui est sûr, c'est que on est dans une perspective qui est une perspective de reconnaissance on va dire, de défiance mutuelle. Donc les années chinois surtout craignent en fait que Takaichi remette en cause 3 lignes rouges: Taïwan, les conflits territoriaux et l'interprétation historique, notamment par rapport aux îles qui sont liées au Japon et qui sont contestées avec la Chine, comme les Diaoyutai ou les Senkaku en japonais. Et c'est sans doute aussi Taïwan qui pourrait être un point fragile, sensible, puisque il faut se rappeler qu'une semaine seulement avant sa confirmation, Takaichi a qualifié Taïwan d'ami cher. Elle a adressé une lettre manuscrite au président Lai Ching-te, accompagnée d'une délégation de parlementaires japonais. Donc on voit que en fait, pour Takaichi, Taïwan reste extrêmement importante, et ça aussi, c'est l'héritage de Shinzo Abe. Si Takaichi poursuit cet héritage, on devrait avoir donc un renforcement des capacités militaires, de la position de défense du Japon, un approfondissement de ses partenariats stratégiques dans la région Indo-Pacifique, avec une volonté de remettre les États-Unis dans le bain, et avec aussi une volonté de s'affirmer dans les affaires régionales, tout en supportant Taïwan, en essayant de trouver un modus vivendi avec la Corée du Sud, et sans doute en renforçant le partenariat, notamment avec les Philippines et l'Australie. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.